Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Une agricultrice et sa fille martyrs. Qui sont les responsables de ces morts? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je veux remercier tous ceux qui me permettent de faire ces entretiens en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pascal Béard, Philippe Baconnet, Luc Tobiana, Emmanuel Dimbre, Béatrice Brun, Jean-Jacques Rosa, VTT Pollux, Éric Fromont, Jean-Luc Périlly. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier. Vous aidez également la réinformation lorsque vous levez le petit pouce, lorsque vous écrivez des gentils messages ou que vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Nouvelle tragique qui touche l'âme de tous les patriotes, on s'en passerait bien. Mort d'une agricultrice en Ariège. Qui était Alexandra Sonac, fauchée sur un barrage? Éleveuse de vaches limousines et productrice de maïs dans le village de Saint-Félix de Tournegat, la jeune femme de 35 ans a été fauchée par un véhicule mardi près d'un point de blocage. Elle était mère de 2 enfants. On vient d'apprendre également que sa fille a succombé à ses blessures. Oui, elles sont des martyrs. Elles se sont battues pour une vie décente. Elles se sont battues afin de continuer à nourrir les Français, à leur offrir le meilleur de leur terroir. Elles se sont battues pour sauver l'âme de ce pays. Et elles ont été sacrifiées. Que leur mort nous inspire. Mais mon Dieu, que la paix est immense. Toutes nos condoléances à la famille et on ne les oubliera pas dans nos prières. Je me rappelle d'un mot de Vladimir Poutine. Lorsqu'il apprend une nouvelle particulièrement épouvantable, il a le cœur qui se serre, il serre les poings. Mais il a son devoir à faire. Et nous avons un devoir de mémoire pour le sacrifice de cette famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont les responsables? Les premiers responsables, bien évidemment, sont ceux qui ont fauché cette famille. Mort d'une agricultrice à Pamiers. Les occupants de la voiture responsables de la collision sont sous le coup d'une OQTF. Oui, d'une OQTF. Pour ceux qui l'auraient oublié, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Les 3 Arméniens qui étaient dans la voiture n'avaient pas le droit, donc, de se trouver sur le territoire national. Ils sont responsables en premier de la mort d'Alexandra Sonac et de sa fille, mais il y a les responsabilités indirectes. Gérald Darmanin, Dupond-Moretti, Macron, tous ceux qui ne font pas respecter l'état de droit dans ce pays. Tout un symbole. Et que dire de la voiture? Une BMW qui vaut selon les estimations entre 30 000 et 50 000 euros en fonction des versions. Vous avez une agricultrice qui se bat pour sa survie et elle est fauchée par 3 OQTF au volant d'une BMW. Oui, il y a de lourds symboles dans cette mort. Et que dire également de l'attitude de l'opposition et de Sandrine Rousseau? Ce que font les agriculteurs depuis 2 jours, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé est inadmissible et le silence du gouvernement est absolument incroyable. Oui, ce tweet est absolument incroyable, à tel point, par ailleurs, que Sandrine Rousseau l'a très vite effacé. Il y a d'abord le fond. Sandrine Rousseau présente les agriculteurs comme des terroristes. Elle en appelle au chef de l'État pour les réprimer. Ah, ils sont beaux ces vers qui se présentent toujours comme des rebelles. Non, à chaque fois que l'on essaie de lutter contre le gouvernement, ils viennent à la rescousse. Et puis, à l'intérieur, il y a l'innommable. Une personne tuée, une victime des agriculteurs, Sandrine Rousseau? Non, ce sont les agriculteurs qui sont victimes, puisque c'est Alexandra Sonac, auquel il faut ajouter désormais sa fille, qui sont morts parce qu'ils luttaient pour défendre leurs droits. Est-ce qu'on doit s'étonner de l'attitude de Sandrine Rousseau? Pas le moins du monde. Elle défend ses camarades à Bruxelles qui ont voté le Green Deal, qui explique la situation d'aujourd'hui. Et lorsqu'on est, indécent, on l'est jusqu'au bout. Drame en Ariège, la France insoumise, Les Verts et Renaissance s'opposent à une minute de silence en hommage à Alexandra Sonac, et maintenant sa fille, l'agricultrice tuée. Pierre-Yves Rougeron a des mots très durs. Mais je pense que vous serez d'accord, ces mots sont très justes. Dans ces entretiens, nous avons présenté la réalité de l'Union européenne. Nous avons montré ses mécanismes, ses erreurs, son incompétence, sa folie. Nos adversaires, les européistes, nous ont qualifiés de complotistes.
Et aujourd'hui, les Français s'aperçoivent que les vrais complotistes ne sont pas les journalistes de la réinformation, mais sont ceux qui nous gouvernent, qui sont capables de les racketter sur le prix de l'électricité, qui sont capables de penser, de mettre en œuvre la fin de la paysannerie française, en signant notamment des traités de libre-échange. Sur cette chaîne, nous espérions que les Français se réveillent. Eh bien, j'ai l'impression que là, face à l'évidence, tout le monde est en train de rejoindre les manifestations des agriculteurs. Cela commence par exemple avec les routiers. Bravo aux routiers qui commencent à rejoindre l'insurrection des agriculteurs en colère. Selon BFM TV, l'autoroute A7 est bloquée dans les deux sens par des agriculteurs et des routiers. Et il y a également les boulangers. Les boulangers rejoignent les paysans. Entendez l'appel du boulanger Pascal Wozniak qui fait face aux factures d'électricité en hausse et qui n'existera plus s'il n'y a plus d'agriculteurs. Je vous mets la vidéo dans ma description. Et il y a également les patrons, les petits patrons qui souffrent justement de ces hausses, qui sont en train de réfléchir à entrer dans la danse. Ce qui est certain, c'est que les Français soutiennent le mouvement. Ils n'en peuvent plus des mensonges d'Emmanuel Macron. 82% des Français soutiennent le mouvement de colère des agriculteurs. 92% comprennent les revendications. 70% soutiennent les blocages de routes et autoroutes. 83% considèrent que le gouvernement n'est pas à la hauteur de l'événement, y compris une majorité de sympathisants du parti présidentiel. 94% sont pour l'interdiction des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes françaises. Sondage Harris Interactive Toluna. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent ces sondages? Eh bien qu'Emmanuel Macron et les commissaires européens décident contre la volonté populaire. Et comment le font-ils? Dans le secret des alcôves, pour reprendre l'expression de Philippe Séguin. Et ils utilisent des aides temporaires, qui sont comme des soins palliatifs, pour aider en quelque sorte la filière agricole à mourir en silence. C'est une véritable honte. Ils organisent également, donc, avec ces traités de libre-échange, de la concurrence déloyale. Ils demandent à nos agriculteurs de respecter toute une série de normes et ils font en sorte d'importer des produits qui ne les respectent pas. N'importons pas ce que l'on interdit en France, bien évidemment, et les Français ne peuvent être que d'accord. C'est, comment dirais-je, le bon sens. 94% des Français contre l'importation de produits agricoles ne respectant pas les normes imposées aux agriculteurs. Mais certains peuvent s'interroger, comment se fait-il que les commissaires européens manifestement avantagent le monde agricole étranger? Pourquoi font-ils en sorte de détruire une grande partie de l'agriculture européenne? C'est qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence valise de billets. Lorsque vous regardez les affaires de corruption au sein de la Commission, vous avez, comment dirais-je, les yeux écarquillés. Du président du Conseil au commissaire européen, au simple député, c'est corruption et compagnie. Vous en doutez, je vous renvoie par exemple à l'ancien président du Conseil, Barroso, qui a terminé chez Goldman Sachs. Lorsqu'il était président, il a fait en sorte que Goldman Sachs, la grande banque américaine, ne soit pas importunée par la justice, alors que cette dernière avait maquillé les comptes de la Grèce et avait coûté très cher à l'Union européenne. Est-ce que je dois rappeler Eva Kaili et le Qatargate? De très nombreux députés se sont fait attraper les deux doigts dans la confiture. Est-ce qu'on doit également rappeler qu'Ursula von der Leyen a quelques soupçons de corruption en liaison avec Pfizer? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous, en tant qu'électeur, vous pensez qu'en votant, vous allez être représenté, mais vous avez oublié une chose. C'est pas un vote qu'il faut pour être représenté. Il faut une valise de billets. Quant au président de la République, il est égal à lui-même. Emmanuel Macron, à nos agriculteurs, j'ai demandé au gouvernement d'être pleinement mobilisé pour apporter des solutions concrètes aux difficultés que vous rencontrez. On a presque envie de rire. Des solutions concrètes? Mais quel culot! En 7 ans, Macron a approuvé 6 accords de libre-échange. CETA, Japon, Vietnam, Nouvelle-Zélande, Chili, Kenya et bientôt le Mercosur. Il est plus que jamais responsable de la ruine de nos agriculteurs. Et oui, c'est ce qu'on appelle le en même temps. Emmanuel Macron complote contre les intérêts de nos agriculteurs et il vient par la suite sur les plateaux de télévision ou à l'aide des réseaux sociaux jouer son doucereux en expliquant qu'il désire trouver des solutions concrètes aux difficultés que vous rencontrez. La difficulté première s'appelle Emmanuel Macron et il est secondé, vous le savez, par le président de la FNSEA,
Arnaud Rousseau, qui est diplômé de l'European Business School, c'est le patron de la FNSEA, donc Arnaud Rousseau, c'est un businessman qui se fait passer pour un paysan, vice-président de Comcom, directeur général de biogaz du Multienne, administrateur de Saipol, huile industrielle, président du conseil d'administration de Sophie Protéol et président de la multinationale Avril, Isiocat, Le Sieur, Martine, Puget, etc. Vous imaginez bien que Arnaud Rousseau, qui est en plus un soutien d'Emmanuel Macron, ne va pas faire en sorte que le mouvement des paysans puisse aboutir. Il va essayer encore une fois de les rouler dans la farine. Et lorsqu'on parle de farine avec Emmanuel Macron, on sait ce que cela signifie. Mais je pense que les agriculteurs ne sont pas dupes. C'est ce genre d'injustice que les Français ne supportent plus. Ma mère, conjointe d'exploitant, gagne 217 € de retraite par mois. Elle a travaillé 49 ans. Mon père, qui est parti, gagnait 690 € de retraite. Jérôme Bell, au micro de Livre Noir, agriculteur en colère. Alors la seule solution pour se faire entendre, c'est de manifester. La mobilisation est partout, nous dit Philippe Murer. À Sablé-sur-Sarthe, les collègues paysans prennent la direction des centres commerciaux pour les bloquer. Florian Philippot, Le Havre, Caen, Niort, Bordeaux, Rennes, Bastia, Strasbourg, Amiens, Poitiers, Aven, A64, A62, A7, Sablé-sur-Sarthe, etc. Arrivée des routiers aujourd'hui dans le mouvement, notamment sur l'A7, arrivée même de boulangers. Ce soir, arrivée des pêcheurs en Bretagne. J'allais oublier les pêcheurs bretons, bravo à eux. Le mouvement c'est nationalisé, il est en train de s'interprofessionnaliser, c'est ce qu'il fallait faire. De plus en plus de Français le rejoignent à pied ou avec leur véhicule personnel, drapeau français à la fenêtre, en main, beaucoup de patriotes, et je les appelle tous à y aller. La Macronie doit dégager, l'Union européenne doit être... elle aussi aménagée, Frexit, condition de notre souveraineté agricole et alimentaire, de notre libération française. À tel point que certains partis sont en train, comment dirais-je, de jouer la girouette. Le Figaro, Bellamy, François-Xavier Bellamy. Alors que la colère monte chez les agriculteurs, François-Xavier Bellamy insiste sur la nécessité de retravailler la politique européenne qui est selon lui à l'origine d'une catastrophe économique, sociale et écologique. Il appelle le gouvernement français à respecter leur travail. Je trouve l'attitude de François-Xavier Bellamy intéressante. Oh, non pas que je lui donne crédit de ce qu'il dit, mais en reprenant le diagnostic d'une grande partie de la sphère patriote, il permet de véhiculer ses idées. Et il va mordre non pas sur les électeurs patriotes, mais sur la frange des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron. Il va donc l'affaiblir, mais comme le dit Philippe Murer, cela ne sert à rien de vouloir réaménager l'Europe. L'Union européenne détruit notre agriculture par le libre-échange, l'énergie chère et ses normes délirantes depuis 20 ans. Tous ceux qui veulent rester dans l'Union européenne sont des menteurs qui veulent conserver leurs privilèges et en continuant à flinguer nos agriculteurs. Des traites à la France, tout simplement. Bien dit Philippe Murer. Et puis... il y a les vrais supplétifs d'Emmanuel Macron, il y a les vrais supplétifs des grandes multinationales. Qui sont-ils après Renaissance, LR et compagnie? Il y a la France Insoumise qui décide d'aider le MEDEF à continuer à avoir une main-d'œuvre bon marché. Guillaume Bigot. On peut effectivement citer Kant, ils n'ont pas de mains, ils ont les mains pures, mais en fait ils ont quand même des mains pour applaudir au discours par exemple du président du MEDEF qui veut 3,9 millions de travailleurs étrangers d'ici 2050. Donc en fait, il y a quand même une alliance objective entre cette pseudo-gauche et un patronat qui ne veut pas d'augmentation de salaire et qui veut une main-d'œuvre bon marché. Ils n'ont, en revanche, je suis assez d'accord, pas de jambes parce qu'ils veulent une sorte de main-d'œuvre presque néocoloniale qui vont leur livrer leurs plats Deliveroo, pas cher, hors des clous du salariat, par exemple. Voyez. Donc il y a quelque chose qui est assez pénible là-dedans, qu'on a vu éclater d'ailleurs avec la petite affaire, vous savez, de la tente de gens qui dormaient dehors avec Mathilde Panot et sa petite bande. C'est-à-dire c'est quand même quelque chose d'extrêmement tartuffe, hein, puisqu'en général, ils n'habitent pas là où il y a des migrants, d'une part. Voir tous ces vedettes qui ont signé ces pétitions pour la mise à l'abri des migrants, etc., et en faire venir davantage, il arrive parfois qu'ils sont eux-mêmes des exilés fiscaux. C'est-à-dire que non seulement ils n'habitent pas avec eux, mais ils ne payent même pas les impôts qui vont augmenter du fait que plus de migrants vont arriver. Vous voyez, donc c'est complètement fou. Et dernier commentaire, moi ce qui me fascine, c'est la transformation des mots. C'est-à-dire qu'auparavant, on parlait d'immigrés, d'immigration et d'émigrés. Parce qu'il y avait des sens, il y avait des directions, on partait d'un point A pour aller vers un point B. Aujourd'hui, c'est terminé.
tout le monde s'est laissé avoir avec cette histoire de migrants. C'est-à-dire qu'on est dans la mondialisation, alors on vogue partout, on est partout chez soi, il n'y a plus de point de départ et de point d'arrivée. Les exilés, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'exilés ? Une évolution sémantique qui a de l'importance. Exactement. Donc la main-d'œuvre Deliveroo qui va faire plaisir à certaines grandes enseignes américaines, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des exilés de la guerre d'Espagne. Non mais bonjour la confusion mentale. Le patronat, lorsqu'il voit, en tout cas le patronat des grandes multinationales, on ne parle pas des petits patrons dans nos campagnes, lorsque les patrons des grandes multinationales voient ce type de défilé, ils sabrent bien évidemment le champagne. Par ailleurs, de nombreuses associations dites de gauche sont financées par des milliardaires américains, Soros et compagnie. Et dans le gouvernement, cela donne ce genre, comment dirais-je, d'énergumène. En plus de ces 35 000 euros nets par mois à la fédération de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, l'actuelle ministre de l'Éducation, a touché 53 000 euros d'un groupe lyonnais en 2021 pour avoir assisté à 8 réunions et 20 000 euros pour seulement 3 autres réunions en 2022. Mais en même temps, j'ai presque peine pour elle. Vous savez pourquoi ? Elle est entrée dans un gouvernement Attal Macron. Elle a accepté le poste de l'éducation nationale. Elle est montée sur le Titanic alors que le paquebot avait déjà heurté l'iceberg. Cela en dit long sur son niveau de lucidité à la cousine des Duhamel. Quant à Macron, il est, comment dirais-je, égal à lui-même. Ensemble pour une Europe souveraine. Il tend la main à un autre dirigeant européen qui est bien à la peine en ce moment, Scholz, chancelier d'Allemagne. Ce genre de slogan, il me semblait qu'on l'entendait entre 1940 et 1944. Un digne héritier, Emmanuel Macron. La souveraineté européenne, cela n'existe pas. Une nation est souveraine, un peuple est souverain. Or, il n'y a pas de peuple européen qui partage une langue, une vie politique et des objectifs communs. Et oui, l'Allemagne et la France passent leur temps à être concurrents. Ridicule, Emmanuel Macron. Assez de ces mensonges pour mettre en place une dictature supranationale. Voilà, la grande Europe se met en place. Il faut maintenant conditionner les petits-enfants. Incroyable, le Parlement européen a voté une résolution délirante appelant à donner les clés des programmes scolaires à l'Union européenne pour faire la propagande de l'Union européenne. Il faudra par exemple faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Résistance donc. Et vous savez également que le commissaire européen Thierry Breton veut censurer tous les opposants au programme européiste. Même en France, nous avons ce genre de choses. Censure au Quai d'Orsay. Pour éviter des révélations sur les fiascos africains de Macron, le ministère interdit le livre de l'ambassadeur de France au Niger. Document canard enchaîné. Oui, ils en sont là. Mais il y a la révolte populaire, il y a la lucidité des patriotes. Quant à l'étranger, Justin Trudeau est dans une mauvaise passe. La Cour canadienne juge l'utilisation par Trudeau de la loi d'urgence contre les camions, vous vous en souvenez, Freedom Trucker en 2022, déraisonnable et inconstitutionnelle. La décision fait suite à une demande de contrôle judiciaire lancée par la Fondation pour la Constitution canadienne. En d'autres termes, Justin Trudeau a réprimé illégalement les convois pour la liberté. Vous savez, ces manifestations de camionneurs et de citoyens canadiens qui militaient pour le retour de la liberté au Canada. Alors, j'aimerais qu'on me dise comment s'appelle celui qui fait en sorte de ne pas respecter la Constitution. Ça a un nom, je crois. Justin Trudeau est dans une situation très difficile. Élection des primaires aux États-Unis. Le Figaro essaie de soutenir Biden, mais d'une drôle de façon. Je lis hier ce titre, présidentielle américaine 2024, victoire de Nikki Haley dans le New Hampshire. Tiens, c'est curieux parce que les gens n'avaient pas encore voté. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud a remporté la primaire républicaine cette nuit. Alors, on se dit, mais il y a quand même un problème, l'élection n'a pas eu lieu. Comment peut-elle remporter une élection? Je n'ai jamais lu un titre aussi trompeur de ma vie. Fake news. Il s'agit d'un vote dans un patelin, vous entendez bien, de 6 habitants. Ce qui fait que le Figaro est obligé de corriger son titre quelque temps après, tellement c'était grotesque cette propagande.
Présidentielle américaine 2024, ce village du New Hampshire où Nikki Haley a fait le plein de voix face à Donald Trump. Oui, il n'y avait que 6 votants. En français, cela s'appelle un hameau. Bon, les résultats sont arrivés cette nuit. Donald Trump l'a emporté largement, pour la 3e fois d'ailleurs, dans le New Hampshire, plus de 52% des voix. Les ténors républicains demandent à Nikki Haley de se retirer. Le match est plié. Ukraine, les Allemands commencent à viser Zelensky. Torturé, victime de chantage et mort, la vie des journalistes en Ukraine. En Ukraine, la liberté de presse est menacée. Des journalistes sont agressés chez eux ou meurent en prison. Que fait le gouvernement ukrainien? Et j'ai presque envie de dire, que font les gouvernements allemands et français? Ils les soutiennent, non? Allez, on va terminer par une image, comme toujours, un peu humoristique. Les chefs d'État avec leurs animaux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.